OK. Quelques indicateurs fondamentaux dont je veux discuter un peu. Il y en a plein d'autres. Donc, voir Trading Economics pour choisir un pays, le Canada, États-Unis, France, peu importe, zone euro, etc. Pour voir la liste d'indicateurs, là, il y en a plein, plein, plein. Mais en voici quelques-uns qui sont bons à regarder de temps en temps. Donc, le PIB nominal, c'est tout simplement, ou je devrais dire la croissance du PIB, donc l'activité économique, du PIB nominal. Donc, ça vous donne juste une idée générale de quoi a l'air la croissance de très court terme là, récemment. Mais évidemment, le PIB nominal, c'est au prix courant. Donc, c'est affecté aussi par les fluctuations de prix, c'est-à-dire l'inflation. Donc, il peut y avoir beaucoup d'inflation. Donc, 3 d'inflation, pas de croissance réelle, donc pas de production véritablement là, concrète là, de plus. Et ça donne l'impression qu'il y a de la croissance. Donc, c'est pour ça qu'évidemment, encore mieux, c'est de regarder le PIB réel, donc là, en dollars constants. Alors là, ça donne une idée, évidemment, de où s'en va l'activité économique. Si vous regardez ces éléments-là, c'est sûr que ça va être des éléments du PIB qui est en train d'arriver. Ce n'est pas le PIB potentiel. Donc, lorsque vous regardez à très long terme, structurellement parlant, le PIB potentiel, il tourne, la croissance, je devrais dire, du PIB potentiel, donc variation en pourcentage du PIB potentiel à travers le temps, c'était comme ça avant, puis ça s'en va comme ça, surtout depuis le tournant du millénaire environ. Depuis l'an 2000, il y a eu un ralentissement graduel là, dans la croissance du PIB potentiel dans les pays industrialisés. C'est beaucoup dû à des facteurs démographiques. Donc, il y a moins de hausse de la quantité de gens qui travaillent à chaque année. Et donc, la croissance de cet aspect-là est moins forte qu'avant, est encore positive, n'est-ce pas? C'est encore en haut de zéro, mais c'est moins fort qu'avant. Et deux, la croissance de la productivité est plus faible qu'elle ne l'était auparavant. Okay? Encore une fois, elle est positive, mais elle est plus faible qu'elle ne l'était. Donc, c'est pour ça que la croissance du PIB en général est plus faible aujourd'hui que ce l'était avant. 2 aujourd'hui, c'est normal, même bon, à la limite. Alors que 2 en 1990, c'était très mauvais. Comme dans ce temps-là, là, en 1980, 1990, 2 de croissance annuelle, c'était très mauvais. Donc, on se donne au moins une idée de la croissance du PIB réel. Ensuite, on regarde les pressions de prix, ou je devrais plutôt dire les pressions d'inflation. Donc, il y a plusieurs mesures d'inflation, mais il y a l'inflation totale et il y a l'inflation core. Donc, moi, j'aime bien regarder l'inflation core parce qu'on a enlevé les éléments volatiles de la mesure. Donc, parfois, les prix de certains éléments clés, donc les aliments qui périment, là, qui ont une date de péremption, l'énergie, tout ça, donc le pétrole, là, peuvent changer rapidement et créer des mouvements rapides dans l'inflation totale, mais ça ne vous donne pas les pressions d'inflation plus fondamentales. Donc, l'inflation core vous donne une idée plus fondamentale, structurelle des forces qui s'opèrent sur l'inflation. De façon générale, dans les pays industrialisés, l'inflation a des pressions baissières en général. Okay? Donc, l'inflation a des pressions baissières, donc il est difficile pour les banques centrales de garder l'inflation autour de leur cible, qui est pas mal tout autour de 2. Là. Ça varie en gros, mais en gros, c'est autour de 2. Donc, l'inflation, en général, a eu tendance à baisser. Donc, vous regardez ça. Si l'inflation est en hausse de façon convaincante, surtout l'inflation core en hausse, en haut des cibles, et que le chômage est bas et que les banques centrales semblent satisfaites du taux d'emploi, alors vous pouvez vous attendre à un resserrement monétaire, n'est-ce pas? Donc, des hausses de taux d'intérêt, ce qui m'amène, et c'est pour ça qu'on parle des deux en même temps, là, des taux d'intérêt de court terme, donc la politique monétaire, donc les politiques de banque centrale. Donc, est-ce qu'ils sont bas? Donc là, il y a plus qu'il n'y paraît. Il y a le taux lui-même, mais il y a aussi le bilan. Donc, le bilan de la banque. Est-ce que la Banque centrale achète beaucoup d'actifs financiers ou pas? Et même les communiqués de la Banque centrale. Donc, quel est le ton de la Banque centrale? Il y a aussi le ton de la Banque centrale qui est important. Est-ce qu'ils suggèrent qu'ils vont garder les taux bas très longtemps sans intervenir trop sur le bilan? Oui ou non? Donc, qu'est-ce que je veux dire par les taux? Commençons par les taux. Donc, lorsque les taux sont très bas, c'est stimulant, n'est-ce pas? Ça pèse sur le gaz, sur l'activité économique. Ça donne
accès à plus de crédit, ça fait qu'il est plus facile d'emprunter, etc. Ensuite, le bilan. Bien, lorsqu'une banque centrale achète des actifs financiers, donc mettons, je suis une banque centrale, j'achète plein d'obligations fédérales, j'enlève des obligations de circulation, donc dans le marché ouvert, là, et donc ça réduit l'offre, et en plus, j'envoie des liquidités dans les marchés, n'est-ce pas, parce que je paye pour ces obligations-là. Et donc, tout ça, ça fait quoi? Ça fait augmenter le prix des obligations parce qu'il y en a moins dans le marché. Et lorsque le prix des obligations augmente, les taux d'intérêt à long terme diminuent. Et donc, lorsque les banques centrales impriment beaucoup d'argent pour acheter plein d'actifs, donc l'assouplissement quantitatif, c'est stimulant. Donc, on suit un peu, évidemment, qu'est-ce que la Banque centrale fait au niveau de son bilan et quel est son ton. Est-ce que les officiels de la Banque centrale sont en train de dire « Ah, on va arrêter de faire ça, des taux bas et acheter plein d'actifs parce qu'il y a beaucoup d'inflation et tout », ou l'inverse? Est-ce qu'ils sont en train de dire « On va continuer à faire ça pour supporter l'activité économique ». Donc, autrement dit, il faut avoir une idée de où se situe la Banque centrale en ce moment et où elle risque de se situer d'ici un an. Ça bouge relativement lentement, ça, ces affaires-là. Donc, ce n'est pas super difficile de se faire une idée. Il faut regarder un communiqué, puis généralement, ça ne change pas du jour au lendemain là, énormément. Donc, ils donnent des indices là, très lentement là, de l'évolution de leur position sur la politique monétaire. Mais, en gros, face à un écart au potentiel négatif, donc lorsque il y a du chômage, le PIB est bas, etc., ils vont avoir tendance à tenir les taux bas, et même ou les baisser s'ils peuvent, s'ils ne sont pas à zéro, et acheter plein d'actifs, donc augmenter leur détention d'actifs au bilan pour pomper des liquidités dans les marchés, gonfler le prix des actifs, créer des effets de richesse. OK? Et vous surveillez ce qu'ils disent, tout simplement. Donc, est-ce qu'ils veulent garder l'activité économique aller avec une politique monétaire très facile, on va dire, donc beaucoup de liquidités disponibles, beaucoup de crédits, des taux bas, ou bien est-ce qu'ils changent de direction, ils commencent à changer de ton un peu. Et ça, c'est très important là, de situer en général la politique monétaire dans le cycle. Ensuite, ça va un peu avec ça, mais pas complètement. Donc, les obligations à 10 ans, les obligations fédérales à 10 ans, c'est un indicateur clé. Lorsque la Banque centrale achète plein d'obligations, ça baisse les rendements des obligations. Lorsque donc là, juste pour être clair, pour le moment, c'était clarifié, là, mais pour le moment, lorsque le prix des obligations diminue, OK, ça baisse les rendements des obligations. Alors ça, c'est juste à savoir pour le moment, juste par cœur. OK? Donc, si tout le monde panique, quitte le marché des actions, par exemple, et achète juste des obligations fédérales, la demande augmente, les prix augmentent, les rendements baissent. Donc, vous pouvez voir les fluctuations de rendement, interpréter les fluctuations de rendement et faire le lien avec le pouls du marché. Donc, si le marché pense que les choses reprennent, ça va de mieux en mieux, ils vont vouloir acheter plus d'actions, donc être dans le marché des profits des entreprises, quoi, et ils vont délaisser graduellement les bas rendements, généralement, là, des obligations fédérales. Et donc, qu'est-ce qui va arriver? Bien, la demande baisse pour les obligations, n'est-ce pas? Les prix baissent, donc les rendements augmentent. Dans les obligations, je veux dire. Là, et ils s'en vont vers les actions. Et donc ça, juste savoir interpréter ça correctement, ça vous en dit beaucoup sur la conjoncture économique. Donc ça, évidemment, on va y revenir là, régulièrement. Ensuite, la courbe de rendement. Donc la courbe de rendement, bon, entre nous, en gros, c'est les différentiels de taux d'intérêt entre deux maturités dans le segment des obligations fédérales la plupart du temps. Donc, on va évaluer très souvent le rendement à 10 ans moins le rendement du marché monétaire. Donc, ça, c'est une courbe de rendement. Généralement, ce différentiel-là est positif, c'est-à-dire les rendements sur obligations à 10 ans ou à long terme en général, sont supérieurs aux rendements sur les obligations à plus court terme. Lorsque la courbe de rendement, les taux deviennent proches l'un de l'autre et même s'inversent, c'est-à-dire les longs termes deviennent inférieurs aux courts termes, très souvent, ça signale à venir un ralentissement ou une récession. Donc, encore une fois, je répète pour que ce soit bien clair, ce n'est pas automatique, ce n'est pas comme une recette qu'on applique aveuglément. Là. Il faut comprendre ce qui est en train d'arriver parce que des fois, la courbe peut s'aplatir pour d'autres raisons, entre autres les interventions de Banque centrale.
Mais lorsque la courbe a tendance à s'aplatir, donc les taux longs baissent et les taux courts demeurent un peu plus élevés ou normaux, on va dire, bien là, vous pouvez souvent vous dire, ah, ça c'est une petite alerte, là, comme un flag qui signale le ralentissement à venir. Et souvent, en même temps que ça arrive, il y a une baisse à la bourse. Okay? Donc, les indices boursiers baissent. Donc, justement, parlant des indices boursiers, alors, vous allez évaluer les indices boursiers, mais évidemment, surtout leur valeur. Donc, et en particulier, un indicateur clé, c'est le Cyclically Adjusted Price to Earnings Ratio. Okay? Donc, il y en a un pour chaque pays. Donc, vous regardez ça un peu. Est-ce qu'il est élevé historiquement, faible historiquement? Est-ce que par rapport à récemment, il est élevé? Donc, dans les 10, 15, 20 dernières années, est-ce qu'il est très élevé par rapport aux 10, 15, 20 dernières années? Alors là, ça peut vous indiquer évidemment vers où vont aller les marchés. S'il est très, très élevé et que l'inflation augmente et que la courbe, comme la politique monétaire se resserre, donc les taux d'intérêt de court terme de la Banque centrale augmentent, tout ça combiné, là, bien, généralement, ça fait plonger le prix des actifs. Okay? Donc, le ratio en question baisse. Ensuite, les indices immobiliers, donc le prix des maisons, souvent, on le regarde en termes réels. Donc, l'IPC, donc là, il y a différents indicateurs. L'IPC moyen des maisons, de l'immobilier en général, condos, maisons, tout ça, là, relativement à l'IPC de toute l'économie. Donc, on va regarder si c'est en gros dans des bornes raisonnables ou est-ce que c'est complètement en train d'augmenter là, en flèche. Mais surtout, donc ça, c'est les indices de prix, mais surtout les indices de logement inoccupés. Donc, le taux d'inoccupation est quand même important. Donc là, si vous avez des inoccupations élevées, il faut fouiller un peu plus. Donc, est-ce que c'est juste du Airbnb qui n'est pas loué en ce moment, mais que les gens, en général, les gardent sur le marché parce qu'ils le prennent comme un investissement puis ils veulent louer leur Airbnb? Alors, dans ce cas-là, ce n'est pas si pire. Mais si vraiment il y en a beaucoup trop sur le marché que ce qui est explicable là, de façon raisonnable, alors ça peut signaler des problèmes potentiels dans le marché immobilier. OK? Ensuite, les termes de l'échange. Donc, les termes de l'échange, je peux le dire tout de suite, c'est le prix de ce qui est exporté par le pays relativement au prix de ce qui est importé par le pays. Il y a des indices pour ça, donc entre autres, l'indice implicite des prix des exportations relativement à l'indice implicite des prix des importations. Lorsque ça augmente, ça signale que le pays obtient plus pour ses exportations que ce qu'il paye pour ses importations. Et donc, en gros, il s'enrichit. Ça crée une espèce d'effet de richesse, un peu comme l'immobilier puis la bourse là, font aussi des effets de richesse. Donc, les termes de l'échange sont intéressants à suivre. Ça, c'est plus structurel que conjoncturel, mais quand même, ça peut expliquer certains phénomènes de moyen terme. Donc, un boom qui dure un bon bout de temps, là, des fois, c'est tiré par des effets de richesse qui proviennent des indices boursiers, de l'immobilier et des termes de l'échange, justement. Donc, ces trois-là vont toujours être intéressants à suivre un petit peu. Ensuite, le prix des ressources naturelles, donc l'indice du CRB, donc le Commodity Research Bureau, il y a un indice qui fait l'agrégation de plusieurs ressources naturelles pondérées pour leur importance. Et lui aussi, mais selon que les pays sont exportateurs nets ou importateurs nets de ressources naturelles, bien, ça va être important pour ces pays-là. Ensuite, évidemment, c'est important au niveau sectoriel. Donc, le secteur des ressources naturelles, si les prix sont très, très élevés et risquent de baisser, bien, ce secteur-là est exposé, évidemment. Bon, là, ça va un peu avec, donc le pétrole. Et entre autres, pour le Canada et les États-Unis, un indicateur qu'on aime bien suivre, c'est le West Texas Intermediate, le prix du baril de celui-là. Là. Donc, cet indicateur-là, le West Texas Intermediate, lorsqu'il est en baisse, bien évidemment, le secteur énergétique et surtout du pétrole va être à risque. Donc, le Canada, entre autres, là, a quand même une bonne dépendance là, au secteur pétrolier. C'est non négligeable quand même. Là. À la fois les recettes du gouvernement et une certaine activité économique là, dépendent du pétrole et donc du prix. Quoi. Et donc, pour comprendre ou pour se faire une idée plus large, là, évidemment, vous visitez
Trading Economics, vous explorez vous cliquez partout, là, vous choisissez un pays, vous cliquez partout et vous allez voir plein d'indicateurs passer. Mais ça en est qui sont quand même importants à suivre. Après ça, évidemment, vous regardez toujours un peu le marché du travail, tu sais comment ça va, création d'emplois à court terme, indice de confiance des ménages, des entreprises, etc. Et vous faites une espèce d'idée globale de où est-ce qu'on se situe. Est-ce qu'on est en surchauffe puis ça va bien et tout, tellement qu'il y a peu de potentiel haussier extra, ou est-ce qu'au contraire, ça vient d'aller très mal, on est au plus bas et tout a crashé, et donc il y a juste du potentiel haussier à la fois pour l'économie et les marchés boursiers, entre autres. Okay? Donc, ça en est là, qui sont très intéressants à suivre comme indicateurs. Okay? Donc, je vous invite là, à explorer ça de plus en plus.